Elimination Chamber. Le dernier pay-per-view sur la route de WrestleMania. Alors une route de WrestleMania que vous pouvez faire dans plusieurs modèles. Certains vont peut-être la faire en Volvo-Teen Dream, d'autres en Kevin Citroens, la Montesfort GT, pas mal, ou encore la Golf Ziggler. Voilà, qui est peut-être plus appropriée, hein, parce que, à l'image de Dolph Ziggler, tu vois, elle est un peu cabossée. Ouh là là, mais hier on s'est amusé, hein, pendant le Super Kick-Off, c'est un petit peu parti n'importe comment, quoi. On nous a inondé de messages, de jeux de mots avec les noms de catcheurs, des noms de voitures. Et justement, ça vous permet de faire la route de WrestleMania comme vous le désirez, hein. Peut-être que certains ont apprécié, hein, ce qui se passe là depuis le Royal Rumble. Royal Rumble, je le rappelle, excellent Royal Rumble, très très bon. J'ai adoré le Royal Rumble. Certains ont aimé Super Showdown, bon, ou en tout cas ont aimé les issues, tu vois, de ce qui se passe. Ah, Goldberg, la surprise, le film d'au revoir. Ricochet squashé en 2-2. Et certains vont peut-être me dire que Elimination Chamber, avec les aucune attente qu'on en avait, était un bon pay-per-view. Ah bah écoute, moi je suis dans ma Golf Ziggler là, et je pense que je vais pas passer le contrôle technique. Hein. Elimination Chamber ne m'a pas donné l'hype. J'ai toujours pas l'hype pour WrestleMania, je suis encore salé. Ah, je suis désolé. Peut-être que comme moi, vous avez gardé le sel à proximité, mais pour essayer de remédier tous ensemble à ce malaise, le vrai WrestleMania est de retour. En t-shirt, ah, pourquoi pas. Multiples coloris pour hommes, pour femmes, avec 2 modèles disponibles, hein. Un avec Bill Goldberg, hein, bien sûr, bah attends, et juste le logo, hein, si vous voulez, si jusque-là, Goldberg, c'est... Oh, parce que moi j'ai fait avec Goldberg aussi, parce que je me suis dit, il faut se souvenir. Immortalisons, hein, voilà, et soyons solidaires pour nous lancer avec le plus d'enthousiasme possible vers ce WrestleMania. On s'amuse, voilà, faites des jeux de mots avec les voitures, là, dans les commentaires, inondez-moi, mettez des pouces bleus, des likes, etc. On est parti pour une review qui va pas être forcément délirante. Calme-toi tout de suite, là, je suis pas d'humeur à rigoler. Hein. Ah, ils sont déjà partis, les gens. Ah, non, on va prendre point par point qu'est-ce qui s'est passé à Elimination Chamber, et je te cache pas, qu'est-ce qui s'est passé, du très bon comme du très mauvais, et j'ai bien peur, même que sur ce que vous avez apprécié, mon propre avis va vous étonner. Le kick-off. Alors on l'a pris pendant l'émission The Bump, ou je sais plus, pendant une émission qu'ils font comme d'habitude sur les réseaux sociaux juste avant. Viking Raiders contre Kurt Hawkins et Zack Ryder. Je te rappelle que le kick-off sert normalement à te mettre la hype pour regarder le pay-per-view derrière. Pendant le kick-off, avec le panel, là, tout ça, les Charlie Caruso et compagnie, on a eu plus de spots pour hyper les matchs de WrestleMania 36 que pour Elimination Chamber, où on est passé très vite, il n'y a pas eu d'entretien marquant, etc. On a même hypé, tu vois, la télé demain à Raw, Edge est de retour, il va confronter Randy Orton et hop, on fait partir le programme. Et le match qu'on te donne, voilà, pour te mettre l'envie, c'est 4 minutes de combat entre les Viking Raiders, Zack Ryder et Kurt Hawkins. C'est tout. Viking Raiders reste fort, pourquoi faire? Ah, oula, ils vont avoir une importance capitale dans le show, j'en parlais tout à l'heure, mais ouf. Et Zack Ryder et Kurt Hawkins, probablement pour te rappeler qu'il y a 1 an, les mecs remportaient les championnats par équipe de Raw à WrestleMania. La constance du truc, enfin bon, on parlera de Kofi Kingston un petit peu plus tard aussi. Ouh. Donc c'est tout, rien à retenir, pas de match, il faut même pas regarder, ça sert à rien. Il y a Kurt Hawkins qui m'a fait plaisir, on est à Philadelphie forcément au CW, il a fait une corde à linge à l'extérieur et il a fait la pose de Tommy Dreamer ou Draven, j'en sais rien, il l'a marqué sur Twitter. Voilà, c'est tout, il y a rien de plus. La carte principale et les 2 Elimination Chamber vont pas faire le sandwich, tu vois, un pour ouvrir le show, un pour le terminer. Ça avait été annoncé pendant le kick-off, l'opener sera Daniel Bryan contre Drew Gulak. Et on va tout de suite se détendre, on va tout de suite se calmer, on va prendre une bonne tisane. Ça fait quelques mois désormais chez WWE que je vois des affiches, tu vois, qui peuvent être super cool et qui sont totalement gâchées parce qu'elles sont dans des intrigues pas intéressantes ou avec des catcheurs qui sortent d'un momentum qui est inexistant. Et c'est le cas par exemple de Drew Gulak. Drew Gulak, c'est un super catcheur pour ceux qui suivaient 205 Live ou même avant ça son parcours dans les indépendants, que ce soit du côté de la CZW, Evolve. On sait que ce catcheur a une vraie valeur, que c'est un bon technicien, mais qui n'impressionnera jamais notre bon vieux Vince McMahon au point de lui confier quelque chose d'assez intéressant. Mais là, il est sur le pay-per-view. Oh, pas mal quand même. Et pas que rien, il affronte Daniel Bryan. Bryan qui a perdu tout son intrigue. Hein, depuis qu'il a perdu contre le Finn, Daniel Bryan, il n'y a pas de plan. On sait pas. Pour WrestleMania, on découvrira. Ils ont juste une petite histoire à SmackDown où Drew Gulak révèle qu'il est fan de Daniel Bryan et qu'il l'a étudié, tu vois, dans tous les sens, tu vois, pour savoir comment le contrer, comment contrer tel move, etc. Il a mis en place toute une stratégie pour savoir comment on se sort de tous les trucs de Daniel Bryan. Et Bryan le prend pas au sérieux, pas trop, en fait, voilà, je dis bon. Et il y a match. Et le match raconte exactement tout ce qui était donné comme ça, discrètement dans la storyline. Daniel Bryan tente un truc, Drew Gulak a une méthode pour le contrer. Et c'est un technical masterclass. Le truc, les mecs se font des contres, s'enchaînent les trucs, et ils investissent un public qui de base devrait ne rien avoir à foutre, tu vois, de Drew Gulak. C'est juste le catch là qui intéresse les gens. Parce que Bryan, on est loin de la grande époque, les cheveux longs, la longue barbe, etc. Yes Movement, gros momentum. Bryan, il fait plaisir, voilà, c'est sympa, c'est un bon babyface. Drew Gulak, on s'en fout. Et juste avec le catch, les mecs ont réussi à investir
un public qui était pas du tout gagné d'avance. Déjà, ils ont pris leur place pour Elimination Chamber, je pense un petit peu trop avant, en se disant on va voir un Elimination Chamber avec Roman Reigns, je sais pas moi, le Fiend, etc. On se retrouve avec Sarah Logan en main event. Donc bon, là, il fallait les chauffer. Et ce match est parfait, ils vont réussir à mettre les bonnes doses, tu vois, d'abord ça va commencer avec juste de la technique pure, ça va monter avec des strikes, avec un peu de brawl. Gulak va avoir l'ascendant et Bryan va pas comprendre, merde, comment je peux revenir sur ce mec-là, et il va y avoir même pire. Il y a des enchaînements de German Suplex qui sont incroyables. Il y a une Dragon Suplex déjà de Bryan qui est fantastique, et il y a 7 German Suplex de Drew Gulak. Standing switch and another throw! Oh my god! T'as l'impression en fait qu'il prend vraiment une grosse impulsion pour essayer de faire un tour sur lui-même, retomber sur les pieds, comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises, mais qu'il n'a pas suffisamment su donner l'impulsion pour tomber directement sur la nuque. Le bump est atroce. C'est horrible. Voilà, t'as des frissons parce que tu connais l'histoire de Bryan, tu sais que sa nuque, ça a été le sujet de sa fin de carrière, etc. Le mec revient 4 ans plus tard, tu dis, oulala, mais faites gaffe à la nuque de Bryan. Bryan bat les couilles, tombe sur la nuque. Drew Gulak, en grand professionnel, qui porte un tombé, tu vois, en gardant la nuque relevée, parce qu'on sait jamais, tu vois, les dégagements de Bryan qui roulent à l'extérieur. Y a pas un médecin qui vient le checker, le mec. Personne. Je me dis, waouh, ils sont en train de nous prendre pour des cons. Bryan va bien, il a pris le bump, et est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est un botch? Mais quoi qu'il en soit, en fait, le hasard peut-être a bien fait les choses. Je suis mais investi comme pas possible dans la fin de ce combat. 2-3 contres un petit peu amenés à la Zack Sabre contre Sanada, et hop, Daniel Bryan arrive à passer la Lebel Lock pour faire abandonner Drew Gulak. Drew Gulak avait parfaitement étudié Bryan, sauf il n'a pas trouvé de méthode pour se sortir quand même de la prise de finition, ça c'est un peu con. Mais chouette résultat, chouette effet, le public réceptif. Bryan qui va rendre le crédit en plus à Drew Gulak, où il va demander aux gens, tu vois, de l'applaudir, il fait un petit signe, et puis derrière il fera une grosse promo pour mettre over son adversaire, mais qui sera diffusé en exclusivité sur YouTube. Opener, parfait. Voilà. Alors là, WWE, j'étais plus habitué. Ça fait énormément de bien. Et ils n'auront rien, ces mecs-là. Ils auront rien. À WrestleMania, on va rien leur donner. Oh, oulala. Une bataille royale, peut-être, pour déconner. Non, enfin, j'ai d'autres idées. J'en parlerai un peu plus tard. Puis, comment ça se fait qu'on ait eu ça, là? Vince McMahon, il était où à ce moment-là? Il était là? Second match, Andrade Cien défend le championnat des États-Unis contre Humberto Carrillo. Avec Zelina qui accompagne bien entendu Andrade, Zelina toute belle vêtue, etc. Elle porte des talons, la malheureuse, je me suis dit, mais te pète pas une cheville. Vraiment, Ludivine m'a expliqué, ces chaussures là, c'est du Louboutin. C'est une marque vraiment hyper prestigieuse. Il n'y a pas une paire de pompes comme ça, à limite moins de 1000 €, tu vois. Voilà, donc la classe. Et si les mecs doivent régler des comptes, moi ce qui me fait peur avec ce profil de catcheur, c'est qu'il n'y ait pas d'animosité, tu vois, au moment que la cloche sonne. Que les mecs commencent avec du contact, des prises, etc. Enfin bon, du catch mexicain un peu banal, un peu lambda. Sauf que non, ils ont commencé très très fort avec le fameux coup de coude, qui est un peu le Judas Effect là, mais qu'il a fait avant de Jericho, Andrade, on va pas lui retirer. Bim, dans la tronche de Carrillo qui vend super bien, le compte de 2, et ça t'a tout de suite mis dans le bain en te disant il va y avoir un bon règlement de compte, et les gens ont réussi à s'investir petit à petit, sont rentrés dans le match encore un peu plus. On a eu quoi, 12-13 minutes de bon catch, et finalement Andrade remporte la victoire en filou avec un petit paquet où il tire le slip. Bon bah voilà, c'est suffisant pour gagner le match. Encore une fois, Carrillo est protégé, tu vois, dans la défaite, parce que ça sera pas une défaite clean. Donc c'est un programme qui, bah oui, se termine pas encore, hein. On a vu en plus des images, ça monte à 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin... Ça fait longtemps, tu vois, que c'est la guerre, les Mexicains, etc. Et bah on a un élément supplémentaire qui est pas des plus efficaces à mon sens. C'est un bon match, hein, mais bah, le truc va se poursuivre et l'étape après c'est WrestleMania, donc quelle sera la place, tu vois, autour du championnat des États-Unis qui est pas très excitant pour le moment. Ça reste quand même très honnête et on enchaîne avec l'Elimination Chamber de SmackDown. Ça m'a fait bizarre de me dire, ça y est, ce match-là, qui était peut-être celui qui me mettait la plus grosse hype hein, finalement pour Elimination Chamber, arrive en 3ème position. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai détesté ce match. Je le hais, je trouve que... Je pense que cet Elimination Chamber match représente un petit peu ma frustration globale quand je regarde WWE, c'est-à-dire que vous avez un matériel pour faire des trucs fantastiques, pour pouvoir raconter des histoires comme personne, mais on sait pas pourquoi, on se dit, bon, on va peut-être pas exploiter le truc, laissez tomber, laissez tomber. L'Elimination Chamber de SmackDown, il se construit autour d'une seule rivalité. Otis et Tucker, Dolph Ziggler et Bobby Roode. Il n'y a aucune de ces deux équipes qui est championne. Miz et Morrison sont champions, ça appelle la nostalgie, mais on s'en fout quelque part. Kofi Biggie, voilà, ils intéressent plus personne malheureusement, et les Usos, éloignés de Roman Reigns, ils sont pas suffisamment malheureusement excitants dans le programme pour se dire, hey, c'est les prochains champions, on est reparti sur quelque chose. Et Lucha House Party, j'allais oublier Lucha House Party, c'est peut-être le seul intérêt du match, voir comment les plus gros underdogs, tu vois, vont se comporter dans un match avec un environnement hostile et plusieurs personnes à disposition pour faire plein de spots, ça a pas manqué. Lucha House Party, tellement respecté, tu vois. Alors, Raymond Rougeau, Jean Brassard avec Lucha... Ah là 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 là, j'ai fait l'effort de regarder en français. Compilation, les mecs, compilation. Alors, est-ce que
Lucha Libre, Raymond, est en mesure de s'emparer des titres. Lindsay Dorado et Kalisto, le grand métallique. Ah ouais, d'ailleurs, déjà qui commence à travailler vraiment comme un seul homme, en fait. Les deux ensemble à la fois, s'utilisant l'un et l'autre. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Ouais, et Metallica qui est pris par Kofi Kingston. C'est Metallica, on le projette au centre du ring. Ah bah tiens, justement, on va faire un tablier, quoi. Mais personne dit ça. Descendre du coude sur l'abdomen de Metallica. Les Usos, on ne peut pas nier que, écoute, ce sont des jumeaux identiques. Ah oui, ça joue contre eux, quoi. Pas du tout. Ah, on ouais. peut dire du côté de... C'est presque pareil. Oui, de New Day, c'est presque la même chose, sauf qu'ils ne sont pas identiques. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Donc, je vous le fais un peu de tête. Le match commence avec les Usos et le New Day. Déjà, si t'es un minimum, tu vois, respectueux de ton produit, de la rivalité mythique qu'il y a eu entre ces deux équipes, tu prends le temps de faire des stardom, de faire des posts, de faire des rappels à toute leur grande histoire à ces mecs-là. À la place, ils ont fait que dalle. Ils ont commencé à se battre de manière random, faire des spots approximatifs en plus parce qu'ils sont pas véritablement propres. Kofi, il a botché plein de trucs. Et le niveau d'excitation de la foule pour tes deux meilleures équipes WWE de ces 5 dernières années. Elle est zéro, elle est naze, y a rien. C'est horrible, rien, on s'en fout. Et de toute façon, ça c'est bien vrai parce que le centre d'intérêt c'est Otis, dans tous les sens, et on y reviendra. Lucha House Party arrive. Bon, j'ai très peur parce que Metallica et la Dorade, là, ils commencent déjà à botcher des Hurricane Rana. Là, à ce moment-là, on voit qu'eux, ils font des trucs bon, assez stylés, j'avoue. Putain, franchement, on va respecter un petit peu. Miz et Morrison arrivent pour qu'enfin, tu vois, il y a un peu de hit dans le bordel parce qu'il y a 0 hit depuis le début, il y a 0 hit. Super spot, encore une fois, de Grand Métallique qui fait un Rana depuis... Oh, alors celui-là, il est beau par contre. Le Frankensteiner à la volée en courant sur la pod. Ça, c'est un des plus beaux mouvements de la soirée, c'était fantastique, ça a réveillé les gens. Toujours pas d'élimination, Otis et Tucker se pointent. Des vivas dans le public pour Otis, qui est le mec le plus over de toute cette division tag parce qu'il a été construit dans ce sens-là, je suppose. Voilà, Otis, Tucker, ils font leur petite compote. Pendant ce temps-là, je sais plus exactement comment ça arrive, il y a Lindsay Dorado qui est en train de grimper. Il se fait un petit peu oublier parce qu'il est monté sur un pod. La production va tout faire pour pas montrer qu'il est présentement en train de grimper, tu vois, sur les chaînes pour grimper au plafond. Grimpe au plafond comme l'araignée de Rohan. L'araignée qui grimpe au plafond. Non, c'est pas ça les paroles. Bon, bref. Donc la prod fait tout pour l'esquiver, sauf que Otis, hein, il est là, il regarde Dorado faire. Et la caméra elle est sur Otis qui est en train de regarder Dorado en train de grimper sur le truc, donc tu dis mais qu'est-ce qui se passe avec Dorado? Donc même il va faire son Caterpillar, Otis qui est quand même le mouvement le plus populaire en ce moment du côté de SmackDown, Caterpillar, mais les gens sont concentrés sur Dorado qui est en train de grimper, donc ça fait pas un effet super. Descendre du coude sur Biggie, et pour quelle raison? Tous les mecs viennent casser le tombé de partout, pourquoi? Parce que Dorado il est sur le toit là, il a fait le mec une galipette, il a fait une espèce de shooting star que Kalisto devait faire il y a 5 ans qu'il a jamais réussi à faire. Hop, Dorado il l'a fait parfaitement, hop, il tombe sur tout le monde, blam, pour que dans la minute, même pas les 30 secondes qui suivent, son partenaire métallique se fasse éliminer par Heavy Machinery. Je salue et j'ai un respect incroyable pour le risque qui a été pris par Lindsay Dorado pour ce truc super. C'est incroyable, c'est très très beau. Même globalement, il y a eu des jolis spots. Mais s'il vous plaît, faites en sorte que vos spots, on les oublie pas dans les 30 secondes qui vont suivre, parce que ça n'a servi à rien. Si ça avait permis à Dorado d'éliminer quelqu'un, j'aurais trouvé ça super. Voilà, c'est juste, t'as fait ton truc et c'est comme, tu vois, ce que tu retrouves régulièrement dans les Royal Rumble. Des mecs qui arrivent, qui font leur finish, tu vois, hop, gros momentum et hop, pour se faire éliminer. Si vous voulez voir des spots comme ça, regardez, ça, on faisait ça en France, tu vois, dans les années 70-80, on mettait des trampolines. Faites un Elimination Chamber avec des trampolines, avec des mecs qui sautent. It provides ideal spectator sport, and providing you get high enough, it saves having to scramble through the ropes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, là on va voir de la voltige et des trucs comme ça sert à qui gagne à la fin, on s'en fout, on retient juste un mec qui saute, ou qui tombe, voilà, ou qui tombe, bah voilà, bah faites ça. Et la feud de ce match incroyable va se poursuivre puisque Dolph Ziggler, Bobby Roode rentrent. Autre petit aparté, les 5 minutes sont jamais respectées. Des fois c'est 6, des fois c'est 7, des fois c'est 4.
Ziggler et Roode rentrent, forcément, ça démarre, tu vois, en grosse baston avec Otis et Tucker. Miz et Morrison viennent donner un coup de main. D'ailleurs, ils s'intervertissent, tu vois, c'est Miz et Ziggler et Roode et Morrison, tu vois. On s'est prêté nos mecs, voilà, c'est un couple, c'est des tags échangistes, c'est un truc bizarre. Alors, Otis et Tucker, tu vois, sont très forts, tu vois, c'est vraiment les babyface qui ont le momentum. Ziggler va grimper sur une pote pour échapper à Otis, mais Tucker va le suivre pour le balancer à Otis. Otis va vouloir faire, je sais pas, il va vouloir faire un gros coup de tampon sur une des cellules. Bien entendu, tu vois, Ziggler se barre. Otis passe à travers le plexiglas, ça fait un gros moment, tu vois, les gens, oh, ça fait du bruit, c'est très marquant. Je me suis dit, tiens, ils vont laisser Tucker tout seul, tu vois, face à Bobby Roode et Ziggler, pour que, dans l'histoire, on en ait enfin quelque chose un peu à foutre de Tucker. Parce que Tucker, il y va en se disant, non, vous avez tué mon frère. Voilà, comme dans la tour Montparnasse infernale. Donc ça y est, je vais m'investir enfin dans Tucker, il va avoir un truc, tu vois, pour se dire, putain, c'est pas juste le bon copain, c'est aussi le mec cool, tu vois, qui défend des trucs, et c'est une pierre de coups, ils sont en train de construire une super équipe, mais non. 2 secondes plus tard, Tucker, il est éliminé. Voilà, il est plus là. Voilà, c'était juste une solution pour dégager Heavy Machinery. Les gens, balancent du sel à fond la caisse, tu vois, Ziggler et Roode, ils prennent une hit incroyable. Et là, je réfléchis, je me dis, putain, mais la logique ultime, faudrait que Roode et Ziggler, tu vois, qui ont récupéré toute la hit, gagnent le match, deviennent champions pour continuer le programme avec Otis. Mais non, Biggie, Kofi, Trouble in Paradise, Big Ending, on pourrait faire le tomber, hein, mais non, non, les Usos, ils ont décidé de monter sur des potes chacun de leur côté, double splash en stéréo, tu vois, pour se niquer la gueule. Ils sont cons, parce que franchement, un Trouble in Paradise, un Big Ending, c'est suffisant pour battre Ziggler, Non, tout le monde saute, et ça y est, Ziggler, Roode sont éliminés. Et là, on se retrouve avec New Day, Uso, Miz et Morrison, tout le public de Philadelphie s'en branle. Faites ce que vous voulez. Alors là, c'est plus notre problème. Les gens tournent le dos, carrément, on regarde plus, on s'en fout. Pourquoi? D'abord, le New Day se fait éliminer par Miz et Morrison, et Miz et Morrison après éliminent les Usos. Miz et Morrison viennent comme ça de balayer toute la compétition pour le championnat par équipe de SmackDown jusqu'à WrestleMania. Il faut construire une nouvelle équipe, ils ont battu tout le monde. Écoutez, Bryan et Gulak en équipe. Voilà, construisez un truc, parce que là, eux, ils ont fait un opener qui est fantastique, ça ne peut mener que nulle part. Miz et Morrison, qui ont battu absolument tout le monde, ne peuvent aller nulle part. Donc prenez des gens qui vont nulle part, voilà, mettez-les ensemble et surprenez-nous. Voilà. Moi, je milite là, vraiment, pour que vendredi, à SmackDown, on ait un début de programme, Bryan et Gulak contre Miz et Morrison. Et tant pis pour toutes les autres équipes, New Day, Uso, etc. Tant pis, ça vous ferait la bataille royale. Et Otis, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on ait loupé cette opportunité de mettre le mec le plus over de la compagnie à sa place, là où il devrait. Bon, après c'est Elimination Chamber, même si bon, je l'ai pas forcément aimé, on a besoin d'un truc pour souffler, mais t'as un truc léger. Léger, Aleister Black contre AJ Styles, match en disqualification. Donc, on va jeter du sel sur ce match. Ah, oulala. Donc un petit peu plus tôt dans le show, AJ Styles, il a été interviewé par Karuru, voilà, qu'on salue, qui pose toujours les bonnes questions. Et AJ Styles dit, dès lors qu'on m'affronte, tu vois, c'est pas très juste parce que je suis je suis AJ Styles. Tu dis, mais oui, mais c'est un match sans disqualification, donc déjà de base, tu vois, la situation va pas être juste parce qu'Aleister Black, en effet, il est pas connu pour avoir une ribambelle de potes. C'est exactement ce que dit AJ Styles, ce que je vous ai dit dans le Suristradamus. Ouais, il est bizarre, il est dans sa chambre noire, il écoute de la musique à la con et il a pas de copains. Mot pour mot, il a dit ça. T'écouteras le Suristradamus. Et forcément, AJ Styles, il a des copains. Donc il vient avec le club. Match sans disqualification, c'est important. Je le rappelle encore, match sans disqualification. Je suis AJ Styles. On me voit jamais dire à Gallows et Anderson, c'est bon les mecs, je peux gérer tout seul. Réfléchissez un peu. Ayez une logique un peu Raw, tu vois, parce que Raw, on en voit toutes les semaines. Quasiment les 10 premières minutes de match jusqu'à ce que quelqu'un va chercher un objet, je sais plus quoi. Anderson et Gallows se comportent à l'extérieur du ring comme des mecs qui auraient peur de se faire disqualifier par l'arbitre. Ils ont une attitude de petit chacal. C'est vrai, regarde pas l'arbitre, c'est bon, je peux limite à distraire, tu vois, un qui monte sur le truc, mais what? C'est un match sur disqualification, frère. Gallows et Anderson, à tout moment, ils peuvent venir, ils peuvent monter dans le ring pour aller casser la gueule à Aleister Black, et puis voilà, on s'en fout. Et à côté, AJ Styles et Aleister Black, ils vont quand même se casser le cul à rendre leur action la plus intéressante possible. Mais déjà, t'as une foule qui est morte, qui vient de se manger un Elimination Chamber où il s'est passé plein de trucs, peut-être très décevants, surtout vers la fin. Et en plus de ça, tu vois, même si c'est inconsciemment, t'as Gallows, Anderson, et tout ce qu'on attend, c'est quand est-ce qu'ils vont arriver, ou encore pire, ce qu'on attend le plus, c'est un mec qui est pas dans le match. L'attention, elle est portée sur l'Undertaker. Est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir? Donc tu peux faire tout ce que tu veux pour embarquer les gens juste avec du catch. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Ils ont fait plus de 20 minutes de match. 20 minutes de match. Et j'ai rien à reprocher à Styles et à Aleister Black, qui ont fait du très très bon catch. Le travail sur la jambe, tout ça, il est fantastique. Styles, il m'a un petit peu excité, tu vois, le Styles un peu perdu depuis une année. C'est pas si mal, mais tout le public, tous les gens de Philadelphie, ils étaient là. Undertaker, il arrive. Et pourquoi les deux, là, ils interviennent pas? Et ils interviennent, le pire, c'est qu'ils interviennent au moment où Black est sur le point, tu vois, de battre Styles, il est sur le point d'aller lui foutre le Black Mass, etc. Là, les mecs viennent. Quand ils ont attendu 20 minutes, quand même, ils sont sympas, peut-être, je sais pas. 3 contre 1. La lumière s'éteint. Body of Aleister.
L'Undertaker apparaît. Là, il est là, il tient Gallows et Anderson comme ça par la gorge, comme ça. C'est comme ces petites chaînes, tu vois. Shock slam sur Styles, hop, il disparaît. Black fout son Black Mass et remporte le match, comme je l'avais prédit. Donc à aucun moment on a vu une interaction entre Aleister Black et l'Undertaker directement. Black est resté fort malgré tout, tu vois, c'est bien, il est pas enterré. Peut-être qu'on se dirige sur ce match handicap Black et Taker, un peu dans les dépassages de main, comme je disais, contre eux aussi, et ça me plairait. Que Black est peut-être un projet. Les Street Profits, des fois contre Seth Rollins et Murphy, vont être accompagnés de AOP, tu vois, petit match comme ça, voilà. La hit elle est morte, hein, là, il y a plus personne. AOP, ils sont un peu rigolos parce qu'ils regardent sous le ring, mais ils vont pas trouver Undertaker, ils cherchent Kevin Owens à la base. Ils cherchent partout. C'est très drôle, ils vont à la table des commentateurs et tout. Où est Kevin Owens? Faut pas qu'il intervienne. Street Profits sont cool, hein. Montesford, voilà, est super charismatique. Angelo Dawkins, on s'en fout, les mecs. Personne n'aime Angelo Dawkins. À un moment, il va avoir un hot tag. Dawkins, il tente de faire ses 360, etc. Tout le monde s'en fout. Voilà, il fait oh yeah, il crie des trucs, on s'en fout. Montesford, en revanche, le mec il saute pour toutes les raisons du monde. Hein. S'il faut faire un move, n'importe quoi. Le mec il fait un coup de pied, il fait un bond de 2 mètres. Un coup de poing, bond de 2 mètres. Il fait des sauts pour tout et pour rien. C'est limite agaçant. Par contre, c'est over. Hein. Il est hyper over avec le public et pour pas quelque part, tant mieux. Moi, il est super athlétique, mais il faut le cadrer, le mec. Faut le mettre. C'est bien de le mettre avec Seth Rollins, avec Murphy, avec des mecs qui ont de la bouteille. Le mec a commencé le catch il y a à peine 2 ans, hein, je le rappelle aussi. C'est pas banal. AOP va intervenir dans le dos de l'arbitre, voilà, pour éviter de quoi que ce soit, problème, tout ça. Et justement, là où tu te dis, il peut y avoir un peu de hit pour te mettre un petit peu en situation 2, ce serait bien que l'arbitre les gole pour les renvoyer backstage. Musique des Viking Raiders, la musique carrément. Musique des Viking Raiders qui arrive. Et on a le plus beau ballet de bagarre à l'extérieur du ring entre AOP et Viking Raiders. Les mecs vont se battre en reculant comme ça vers la rampe. Le mec il se bagarre à reculons, là il se bagarre, et il recule, il recule. Oh, la logique de la bagarre. On fait une bagarre en reculant jusque backstage. Bah non, ils auraient pu se battre et aller partout, tu vois, mais non. Donc 2 contre 2 lambda, et là encore, tu vois, tout l'intérêt des gens, c'est se dire, ah, Kevin Owens, il arrive quand? Kevin Owens, c'est comme l'Undertaker. Et Kevin Owens, il va arriver, il va finir par arriver, bien sûr. Il va descendre tranquillement, tu vois, le long de la rampe, avec un paquet de popcorn. Hop, saute la rampe, comme ça, il se fout de la gueule de Rollins, il balance du popcorn à la gueule. Et ça va être suffisant pour que Street Profits remporte la victoire. Et Owens, c'est un peu booké comme Dean Ambrose l'était un moment dans le Dean Ambrose hyper goofy. Il venait avec des hot dogs, de la nourriture, tu vois, se foutre de la gueule de Rollins. C'est le même programme. On n'a pas avancé d'un iota, c'est Rollins-Owens, c'est la même chose que Rollins contre Ambrose il y a quelques années. On reste dans les trucs qui ont énormément d'intérêt. Championnat intercontinental, Braun Strowman défend contre Sami Zayn, Cesaro et Nakamura dans un match handicap. Jusqu'au moment du match, on ne connaît pas les règles. On sait pas si c'est 3 contre 1 en même temps, si l'un des mecs de l'équipe gagne, est-ce que c'est toute l'équipe qui est championne, on se partage la ceinture, enfin bref, on n'a aucune information. T'as l'annonceur qui est prêt justement à donner les règles du match, qu'il est interrompu par la musique de Strowman. In this match, the superstar. Bon, il reprend quand même, tu vois, quelques notes plus tard, il explique, le mec, que la personne qui fera le tomber deviendra elle seule championne. Ah bon? Mais on sait toujours pas s'ils sont en tag ou pas, parce que concrètement, c'est quoi? C'est le premier qui fait un tomber, c'est un Fatal 4-Way. Et là, du coup, on voit Cesaro, Nakamura, Sami Zayn, ils viennent, ils vont au ring. Ils sont peut-être pas suffisamment solidaires pour se dire on a choisi lequel de nous 3 va gagner. Et ben, c'est exactement ça. Il faut se déconnecter en regardant dans ce match, qui est pas déconnant, hein, c'est parce qu'il est cohérent, il est logique à plein d'endroits. Cesaro et Nakamura vont être solidaires pour que Sami Zayn remporte la victoire et devienne champion intercontinental. Voilà, c'est tout. C'est pas mauvais. Ça m'a fait poser d'énormes questions parce que c'est quand même un truc, ça part d'un non-sens incroyable. Sami Zayn devient champion, c'est son premier titre dans le roster principal, figure-toi. Après une année où il a pas catché, il a juste managé, etc. Là, il est revenu avec cette coupe de cheveux totalement fantastique, à pantalon, tu vois, armé, le Che Guevara, tu vois. J'ai un petit hommage, j'ai mis aussi une veste un peu kaki, voilà. Sami Zayn champion, voilà, et Braun Strowman a perdu, et Michael Cole, au chorégraphe, peu importe, on s'en fout, dit que c'est dégueulasse comment Sami Zayn a gagné son match et qu'il mérite pas. C'est les règles, il y a un mec qui l'a signé, c'est 3 contre 1, bon bah on accepte, et voilà, il y a pas d'injustice concrètement. Alors que 2 matchs avant, il y a Aleister Black qui gagne, plus grande victoire de sa carrière paraît-il, mais parce que Taker est venu l'aider en éteignant les lumières, en faisant les trucs, tu vois, pour elle. Le contresens, tu vois, fantastique. Je me dis, est-ce que je vais remettre Brassard et Rougeau? Et non, je vais pour le main event, et le main event, c'est ce match féminin. Ben voilà, c'est Elimination Chamber féminin, où Shayna Baszler est restée très forte, hein. Alors là, je savais pas qu'on pouvait faire un squash sur un Elimination Chamber, apparemment si, on peut le faire. Alors, aucun intérêt. Ruby Riott qui commence avec Natalia, tout le monde s'en fout. Sarah Logan arrive en 3. Alors Sarah Logan, moi j'arrive pas à comprendre Sarah Logan. On sait qu'il y a du bif entre Liv Morgan et Ruby Riott. Sarah Logan c'était la 3e, mais au lieu, elle voit ses 2 copines, anciennes copines en tout cas, se prendre la tête. Elle, pour aucune raison, elle va prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Elle dit, ah, vous prenez la tête? Et ben moi je vous aime pas toutes les deux. Et je sais pas moi. Mais bon bref, tu vois, grand moment pour elle, hein, main event.
main event Sarah Logan, qui ne fera rien, puisque Shayna Baszler rentre ensuite, chope Sarah Logan comme ça, hop, elle fait une prise qui ressemble un peu au cutter de Ricochet, mais pas aussi brillant, tu vois, un truc boum, clac, un peu comme un Dominator sur le côté, voilà, je sais plus comment on appelle ça, c'est un nom de prise, enfin bref. Corey Fuda clutch, hop, elle abandonne direct, Sarah Logan, il n'y a plus Sarah Logan. Exactement la même pour Ruby Riott, tu vois, dans la foulée, foum, cap, Ruby Riott, pas buildé, rien du tout, hop, cap, morte. Natalia, on va un petit peu plus jouer, tu vois, Shayla Souris avec Natalia, on va la faire souffrir, elle va la bloquer, tu vois, dans une cellule, elle va foutre la porte coulissante sur elle plusieurs fois, je trouvais ça plutôt cool. Et hop, elle gagne. Il reste Liv Morgan d'un côté, Asuka de l'autre. Et aussi, on a vu juste avant que Becky Lynch, elle est sur place et elle regarde le show à la télé. Elle regarde le show, elle est attentive. Bon, attentive, tu vois le suspense, etc. Tout de suite que c'est pour Shayna Baszler, parce que même dans le clip de présentation du truc, les 5 filles sont présentées quand ça arrive à Baszler, la musique elle change, etc. C'est la plus dangereuse, elle connaît les cages. Bon, bref. Là je me dis, si c'est Liv Morgan qui arrive, il va falloir trouver comment occuper, tu vois, le temps pendant 5 minutes. Parce que déjà, là, la petite période d'attente, pour les gens, c'est un peu long. Nous, on se divertit comme on peut, parce qu'Asuka, ils ont mis des micros, tu vois, dans les pods, et Asuka, elle chante dans tous les sens. Ah, baka baka, olé, olé, toré, what. Meuf, elle est plus divertissante que toute l'action qu'il y a dans le ring, quoi, c'est incroyable. Et c'est Liv Morgan qui arrive, et Liv Morgan, bon, peut-être qu'il y a un petit projet, Liv Morgan, ouais, elle va peut-être essayer de résister un petit peu, mais en fait, non. Elle se fait attraper, c'est hyper violent, elle se fait balancer, tu vois, dans une pod, à droite, à gauche, tout l'impact est super, parce que Shayna Baszler, elle est construite comme la Brock Lesnar des meufs. On est en plein effet Royal Rumble, tu vois, c'est peut-être des fois attendre un petit peu, tu vois, parce qu'on vient de le prendre, le Rumble, c'était il y a 2 mois. Et là, on doit attendre encore une fois de nombreuses minutes, parce que forcément, Liv Morgan a déjà abandonné, d'attendre de longues minutes pour que Asuka, tu vois, rentre dans le ring et qu'on ait ce face-off que beaucoup attendaient déjà depuis l'époque d'NXT. Shayna Baszler contre Asuka dans le roster principal, et je pense que pour introduire le truc, il y avait peut-être pas mieux. Puis on se dit, ils vont lui donner du temps, tu vois, ils vont, et ben, même pas. Asuka, elle arrive, elle va quand même avoir un peu d'offense, pas grand-chose, un peu d'offense sur Shayna Baszler, mais finalement l'affaire va se plier, tu vois, au bout d'une succession de 2-3 comptes. Corey Fuda clutch, hop, et Asuka pass out. Shayna Baszler sort très très fort du truc, genre en fait, tu vois, l'image que ça m'a donné avec Becky Lynch, tu vois, qui regarde depuis les vestiaires, ces cadences de combat, tu vois, avec Hulk Hogan contre Zeus, tu vois. Dès que t'es devant la télé, rah, et je suis de moins en moins patient. Cesse de te cacher. Avec Zeus qui est construit comme un monstre, tu vois, qui détruit tout le monde. Et t'as Hulk Hogan qui regarde comme ça en soufflant sur ses moustaches. Tu vois, la pression qui monte, tu vois, avec un heel super badass, super fort, super... Et est-ce que la grande héroïne va réussir à la battre, finalement? Mais on a vu Becky Lynch récemment, en ce moment, elle se la pète, elle met ses chapeaux, etc. Pour moi, la manière dont les choses sont construites, si Baszler bat pas Becky Lynch, je comprends pas, quoi. Mais ils vont la faire résister, tu vois, Becky Lynch, ils vont pas faire un squash à WrestleMania, elle va pas se faire squasher non plus par Shayna Baszler, qui est construite très forte en tout cas. Ça c'est cool, parce que ça efface un petit peu tous les a priori qu'on pouvait avoir, pas suffisamment convaincantes, etc. Là j'ai trouvé que l'idée, en tout cas, du match était parfaite, j'aurais peut-être ajusté 2-3 trucs pour que les gens, en tout cas présents sur place, se lassent pas de voir... je sais pas moi, Asuka attendre, tu vois, en train de gueuler des trucs, que Shayna Baszler vienne attaquer ou que les portes s'ouvrent. Mais j'ai trouvé en tout cas que l'idée était intéressante, j'aurais pas mis ça en main event. Mais il y a un truc, voilà, qui m'a surpris de ouf. Becky Lynch, elle est sur place, pourquoi elle vient pas, à la fin du show, pointer sa ceinture, brandir sa ceinture au-dessus de Shayna Baszler pour montrer qu'elle ait pas peur, pour donner au moins aux gens présents à Philadelphie, à l'Elimination Chamber, un face-off, un premier avant-goût, tu vois, des 2 filles qui voudraient se mettre sur la gueule, qui seraient séparées, etc., pour terminer dans un truc très excitant qui te donnera envie, réellement, de regarder le Monday Night Raw demain. On l'a pas, ça. Ben parce qu'ils s'en battent les couilles, frère. Ils s'en battent les couilles. Becky Lynch, elle est restée là. Ah bon? Ben qu'est-ce que tu te mets dans la tête? Becky Lynch est restée devant la télé. T'es pas venu défier ta challengeuse officialisée pour WrestleMania. Ben t'as l'impression qu'elle se chie dessus, finalement. Bon, pourquoi j'irais? Et voilà, Elimination Chamber est terminé et on est parti en route de WrestleMania en Clio Shirai. Moi, ça me plaît pas trop, hein. Excessivement frustrant, j'ai trouvé en tout cas, c'est mon avis. Alors désolé hein, si je suis resté assez sobre sur ce pay-per-view parce que je trouve pas qu'il mérite le fait de s'y attarder réellement. Je vous remercie d'avoir pris du temps là pour m'écouter, pour ce qui s'est passé. J'espère en tout cas qu'il y aura plus de choses à dire, positives ou négatives, peu importe, sur WrestleMania 36. On va vivre la route tous ensemble les amis. Suivez-moi bien sur Twitter parce que je vais balancer pas mal d'informations sur la suite de la programmation de la chaîne, notamment pour le mois de mars, et comment, bien entendu, ça va se dérouler pour la route vers WrestleMania. On va couvrir pas mal d'événements à C'est ça le catch. Le t-shirt
t-shirt du vrai sel est disponible, valable pour tous les accompagnements, pas de résistance, dessert, un dessert salé, pourquoi pas. Je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao bye bye. The wrestlers are projected into the ring by a springboard powered by compressed air. Wrestling was well underway 5,000 years ago. It's obviously catching on by leaps and bounds.